Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Y'a pas que la data. Je suis Pierre Vanier, fondateur et PDG de la société Flint, qui est une société de conseil en tech, data, IA, et parfois je fais de la philosophie si vous regardez sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de mon compère Thomas Maymoun, Chief Data Science. Salut Thomas. Salut Pierre. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir, alors on reste toujours dans le médical et dans l'IA, puisque la dernière fois, on avait reçu Stéphanie Alassonnière. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kevin Yaoui. Salut Kevin. Bonjour à tous. Donc Kevin, alors je ne sais pas par où commencer. Kevin, il est maître de conférence praticien hospitalier au CHU de Montpellier. Et d'ailleurs, en fait, là, tu nous reçois en direct du CHU de Montpellier. Il est chercheur en IA appliqué à la santé. Notamment, il a créé un outil dont il va nous parler qui s'appelle Doc Simulator. Et bah voilà, moi ce que j'aime beaucoup avec le profil de Kevin, c'est que on voit une personne qui est aussi un espèce de mutant hybride, un peu comme Stéphanie qui était côté maths IA santé. Ah bah là c'est un petit peu la contrepartie de l'autre côté. Donc t'as commencé par quoi? T'as commencé par l'informatique, t'as commencé par la santé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais moi j'ai Bienvenue commencé d'abord. par regarder C'est pas sorcier quand j'étais petit. Et ça m'a donné envie de faire de la science. Et mon rêve de gosse, c'était de devenir médecin. Et donc quand on veut suivre ses rêves, on essaie de tout faire. Et j'ai essayé d'à peu près faire tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire devenir chercheur vraiment avec toutes les compétences d'informatique et donc d'IA. Et puis après d'être médecin. Et là, je sors de consultation là justement ce matin et je vous rejoins pour ce Il n'y a pas que la data. Donc, attends, tu es docteur dans les deux disciplines? Et donc je suis docteur en médecine et je suis docteur en IA, ouais. Ok, ok. Avec Thomas, juste avant l'épisode, on se disait, il y a des gens qui n'ont pas le même espace-temps que nous. C'est pour caser tout ça. Alors, je disais, il reste les nuits quand même, tu vois. Si tu peux nous parler de ton cheminement, il est classique d'abord en médecine, c'est ça? Dans un premier temps? Ou très tôt, tu Euh, as voulu faire les deux finalement, en fait? En fait, moi, mon cheminement, il est que j'ai toujours voulu faire des trucs. C'est-à-dire, l'idée, c'est de construire. Quand j'étais, en fait, déjà au lycée, en fait, je participais à une association de vulgarisation scientifique. Donc, j'ai œuvré jusqu'à devenir vice-président de cette association, dont l'objectif c'était vraiment de rendre accessible la recherche aux lycéens. Et j'ai toujours aimé je dirais, cette vision sociétale un peu du travail qu'on doit faire. Et c'est un des exemples de ce que vous faites avec Yak Pack la Data. Hein. On peut être scientifique, on peut être médecin, mais on fait partie de cet écosystème, de cette société qui doit évoluer ensemble. J'ai toujours voulu être un acteur sur ça, sur comment on peut avancer d'un point de vue sociétal. Et puis après, donc j'ai fait le cursus médecine parce que c'était mon rêve de gosse, donc, et j'ai fait en même temps le double cursus médecine-sciences précoce, qui est donc un cursus qui te permet de faire médecine et un cursus scientifique à temps plein en parallèle. Donc c'est ce que j'ai fait, qui m'a permis donc d'avoir un background généraliste, je dirais, de scientifique, puis ensuite de chercheur en bioinformatique, et ça a bougé après vers la data. Et puis effectivement faire une thèse de sciences à l'Institut 3IA de Grenoble, le MIAI, où j'ai fait une thèse de sciences à temps complet, m'être arrêté de mon exercice médical pour faire que du code. Et ça, c'était une thèse CIFRE aussi, donc en collaboration avec Sequence Genomics. Donc j'ai aussi en même temps été confronté au développement logiciel industriel, qui est un autre type de développement logiciel qu'on a en académique et qui est fort intéressant aussi à découvrir. Et c'est vrai que bah, vous l'aurez compris, j'aime bien apprendre des trucs en fait. Et du coup, clairement, je crois qu'on a toute la vie pour apprendre. Et donc effectivement, j'ai deux doctorats, mais peut-être que j'en aurai un troisième un jour, qui sait, on sait pas. Tu vois, Donc, tu as quand même la vie est longue. T'as quand même finalement vraiment trois casquettes, médecine, sciences, informatique, dev et entrepreneuriat. Parce que finalement, après ton expérience, t'es aussi passé par le côté startup aussi.
Bah, c'est sûr que l'avantage, donc quand j'ai fait ma thèse cible, je l'ai fait dans une start-up qui est plus une start-up maintenant, parce il y a 60 personnes, on a levé 60 millions au total, Plus une scale-up, quoi, donc quasi, là, c'est, maintenant. voilà, c'est ça, on est dans Sequence Genomics, qui est une très belle entreprise montpelliéraine et qui ont fait un produit vraiment super pour améliorer la lecture de comment on peut interpréter notre ADN, notre génome. Et globalement, l'ADN, c'est de la donnée, en fait, c'est beaucoup de données vu que notre ADN est constitué de 3 milliards de lettres. Et donc ça, du coup, forcément, l'informatique, l'IA, c'est des outils, des algorithmes magnifiques pour pouvoir nous aider à mieux comprendre notre ADN. Et donc, avec Sequence Genomics, voilà, pendant ma thèse, et puis maintenant en tant que consultant, je participe toujours voilà, à faire grandir ce projet. Et ça m'a donné aussi l'appétence de comprendre quels sont les avantages que peuvent avoir l'univers industriel et l'univers de l'hôpital, et puis d'essayer de construire les deux meilleurs mondes pour pouvoir faire que on fasse avancer l'hôpital, la société, la santé. Et c'est vrai que mon souhait de revenir après cette expérience dans le public, dans le service public, c'est que mon intime conviction, c'est que pour pouvoir faire avancer les choses, ma place, c'était plutôt ici, tout en permettant de me connecter et puis d'interagir avec mes collègues de l'écosystème à Montpellier de Medvalley. Top. Top, top. Je crois que ce que l'informatique t'apporte beaucoup, puisqu'on est quand même beaucoup en ce moment dans le vibe coding, l'IA, etc. C'est que on en parlait même avant pour préparer ce podcast. Tu codes donc, tu développes des apps, hein. Et tu peux nous parler du coup à la fois, tu nous parleras de Doc Simulator, mais aussi des apps que tu codes comme ça. Comment ça arrive? À un moment donné, tu te retrouves, tu te dis, oh tiens, ça c'est un problème, faut que je l'automatise. Allez hop, je code quelque chose. Bah, écoute, le premier truc que j'ai fait, je crois, c'était quand j'étais interne, jeune interne, et en fait, je devais faire un certain nombre de tâches administratives manuelles, faire des copier-coller à la main, et là je me suis dit, j'ai pas fait 6 ans d'études pour faire ça, et là voilà, je me suis calé quelques week-ends juste pour essayer de trouver des solutions pour automatiser, des solutions qui sont finies par être utilisées en routine au labo, et donc je pense que ça commence comme ça. Moi, c'est souvent des éléments qui me taraudent et je me dis, il faut qu'on arrive à faire mieux pour tout le monde. Et donc, ça commence souvent sur le besoin, comme toujours, c'est toujours quel est le besoin des soignants et puis des étudiants qui sont avec moi. Et puis après, comment, de ma connaissance tech et d'une vision produit, on peut arriver à développer entre c'est quoi le besoin, c'est quoi ce qu'on a comme force en présence, qu'est-ce qu'on peut faire et dans quelle échelle. Et puis après, c'est vrai que quand on s'y prend au jeu de tout ça, et ça n'a jamais été aussi accessible, comme tu le dis, effectivement, le vibe coding, en tout cas, moi, l'accès toutes ces technologies-là qui finalement me rendent meilleur parce que me donnent accès à plus de compétences et d'apprentissage, me permettent maintenant de faire beaucoup plus que ce que je pouvais avant. Et déjà avant, je trouvais qu'on pouvait faire beaucoup. Donc effectivement, développer des algorithmes, que ce soit pour ma thèse, vraiment d'entraîner des algorithmes de machine learning pour réussir à faire que des algorithmes puissent réfléchir un peu comme des médecins. C'était un peu l'objectif de ma thèse. Et j'étais ravi d'avoir publié le premier modèle entraîné qui arrive à un peu s'affranchir de raisonnement informatique pour plus ressembler à un raisonnement médical dans le cadre des maladies rares, parce que c'est mon domaine médical d'expertise. Et puis après, jusqu'à bah, tu développes des logiciels, tu développes le front, le back, et surtout maintenant j'ai la chance d'avoir une équipe que je coordonne, qui développe, et effectivement de rester dans ce job plutôt de CPO, de leader du produit, pour pouvoir toujours garder les enjeux de technique, de besoins, du support, et d'avoir cette méthodologie-là qui est la méthodologie classique du développement logiciel et qui a éprouvé toutes ses preuves et qui, je crois, sera très utile pour le développement logiciel à l'hôpital. Est-ce que tu veux nous parler du coup de Doc Simulator? Ça me fait Hmm. penser au jeu vidéo Flight Simulator. Voilà, j'imagine que ça a à voir et rien à voir.
Du Je pense coup, que c'est forcément, ça fait penser à cet univers-là, hein, où on se prend en jeu, justement, de se mettre à la place d'eux, et puis d'être pas forcément dans des simulations qui soient, je dirais, très réalistes dans l'immersion, mais qui te permettent de te positionner à des éléments où tu vas apprendre. Et c'est vrai que moi, mon sentiment. à départ, c'était à destination des étudiants, c'est ça? C'est un outil pour assister ou Ouais. pour aider les étudiants, c'est ça? En fait, moi, mon sentiment, c'est que donc nous, il y a une réforme de santé qui fait qu'on veut plus que les médecins soient évalués uniquement sur les connaissances, mais également sur les compétences. Et c'est toute une mouvance qui est d'aller vers la compétence. Et je crois qu'en plus, à l'ère de l'IA, on va de plus en plus avoir accès à la connaissance de façon aisée. Et donc, on va vraiment devoir nous évaluer les compétences et se baser sur la compétence comme comme la prochaine évolution de notre système de formation. Et Mhm. donc l'idée c'était de se dire que moi j'ai vu GPT-2, GPT-3 arriver. Je voyais mes étudiants qui avaient du mal à avoir de l'entraînement. Parce qu'effectivement, bah moi, pour que mes étudiants aient un entraînement, il faut que je trouve un acteur, il faut que je trouve une salle, il faut que je trouve un médecin qui veut bien évaluer un étudiant et qui s'entraîne avec des simulations. Donc, logistiquement parlant, c'est extrêmement complexe. Et comme souvent, quand tu as un problème où il faut faire plus et t'as pas plus et où t'as moins même, bah t'essaies d'innover, t'essaies de trouver des solutions. Et donc, j'ai commencé à coder dans chez moi dans la nuit un petit prototype qui était pas grand-chose, mais qui était déjà quelque chose où les étudiants étaient assez contents. Ils pouvaient interagir avec une IA de façon naturelle. Ils pouvaient avoir une évaluation, un feedback. L'apprentissage, c'est pas juste l'expérience, c'est la réflexion d'expérience. Et donc c'était un petit truc. Et puis voilà, vu l'engouement, j'ai eu la chance d'avoir été accompagné par l'université de Montpellier pour avoir un financement et une entreprise qui s'appelle Computio et Emmanuel Guénou avec qui on a fait un partenariat de collaboration, de co-développement pour faire ce projet qui a commencé en 2022. Ah oui, C'était il y a un petit moment. donc Et avant ChatGPT. ouais, oui, avant ChatGPT, après c'est vrai que enfin GPT-2 m'avait déjà intéressé et donc moi je voyais que ça allait arriver d'une certaine façon. C'est sûr que le 3 et le 3.5 ont vraiment, je trouve, enfin, porté une réalité encore plus proche. Et puis même encore aujourd'hui, quand je vois ce qu'on peut faire en vocal, et puis enfin, comment ça se développe à telle vitesse, c'est assez incroyable. Et effectivement, en tout cas, par contre, ça change pas que ça reste comment nous, en tant que écosystème, entité, on veut pouvoir avancer sur quel besoin, et puis après d'utiliser les outils qui correspondent à ce besoin-là. Et pour moi, le besoin, c'était pour Doc Simulator, en tout cas, permettre un entraînement aux compétences des étudiants, une évaluation aux compétences des étudiants. Mhm. Et comme la seule façon finalement de faire avancer un écosystème, c'est de connaître comment il fonctionne pour pouvoir permettre l'adhésion de l'outil, on a établi une étude clinique randomisée qui est une méthodologie médicale de recherche où en fait on donne accès à des étudiants à la plateforme, on donne pas accès à la plateforme à des étudiants pour un certain temps, et puis on regarde leur performance clinique à l'issue de l'entraînement qu'ils ont à la plateforme, et donc on a pu démontrer scientifiquement que les étudiants qui discutent avec une IA et qui sont évalués par l'IA ont des meilleures performances cliniques. Et ça, c'est donc un des éléments importants hein, quand on sait comment ça marche le soin, c'est que le soin, pour le faire avancer, il faut démontrer l'amélioration du service médical rendu. Et voilà, on a apporté des éléments de preuve qui permettent de démontrer que ce type d'approche est utile parce que les soignants sont plus compétents. Et en plus de ça, tu montres comme assez souvent que l'innovation, elle provient souvent de la frugalité. C'est comme ça qu'on innove vraiment de façon pertinente. Je voulais revenir sur un point que tu avais dit à peut-être 2 3 minutes, c'est quand tu parlais de ton modèle, ton algorithme de machine learning ou d'intelligence artificielle, Mmh. et tu mentionnais que la méthode de raisonnement était différente. Tu parlais d'un raisonnement informatique face à un raisonnement plus médical. Est-ce que tu peux expliquer la Ouais. différence? Ça m'intéresse vraiment. Ouais, alors du coup, j'ai eu la chance de faire une thèse pendant 3 ans et donc travailler sur un même projet pendant 3 ans, entraîner un modèle pendant 3 ans, ce qui arrive pas souvent dans la vie. Donc c'était vraiment une expérience fantastique de faire une thèse. Et en fait, je suis parti de ce qui existait, c'est-à-dire on utilisait des ontologies, donc une façon que des informaticiens ou des humains ont de structurer la donnée
pour pouvoir inférer des prédictions. Et en fait, moi, en tant que médecin, ça m'a pris 2 ans pour me rendre compte, mais de faire ça, c'est une énorme connerie. Parce que l'ontologie que j'utilise, par exemple, elle est basée sur une représentation qui est anatomique. Mettons, le petit doigt, il appartient à la main, il appartient au bras. Sauf que ces liens-là entre symptômes ne sont pas en lien avec la maladie. Souvent, si tu tousses et que tu as de la fièvre, je vais considérer que peut-être que tu peux avoir le Covid. Sauf que la toux et la fièvre sont extrêmement loin dans une ontologie, parce que tu la détermines comme quelque chose d'anatomique. Et donc, pendant ma thèse, j'ai pu me rendre compte de cette anomalie et de me dire, ok, non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais entraîner un modèle qui va vraiment apprendre les liens entre symptômes, mais dans les maladies. Et comme ça, j'ai vraiment une vraie représentation de ce que moi je fais en tant que médecin. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant de travailler dans l'IA parce que finalement, ça te pose la question de qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain. Et ça me le fait très souvent. C'est-à-dire que finalement, c'est plus le reflet de nous-mêmes et de me dire, attends, mais ok, pourquoi ça fait comme ça? Et puis de réfléchir à comment en fait nous on fonctionne pour finalement se connaître davantage. Et quand on se connaît davantage, on arrive mieux à orienter une IA qui va faire ce qu'on souhaite. Et donc ça reste de toute façon pour moi à chaque fois que le reflet de ce qu'on lui donne, quoi. Ok, donc si je reprends avec mes mots, c'est un raisonnement informatique. Si tu as quelque chose au doigt, le raisonnement informatique va partir un peu comme un arbre de décision et de dire bah, le doigt remonte, c'est le bras, c'est l'épaule et ainsi de Mhm. suite. Et ça va être plus dur pour lui de faire une connexion avec une toux et certainement les poumons. Je m'excuse si je me trompe. C'est ça. Non, Alors, mais c'est ça, t'as ok, compris exactement. ok, Il va partir du principe que, il va partir du principe que, par exemple, euh, être grand ou être petit, c'est proche dans la sémantique. Mais en vrai, en maladie, bah, être grand ou être petit, bah, c'est pas du tout les mêmes raisons qui vont orienter ça. C'est pas du tout les mêmes maladies. Et donc c'est vraiment de s'être rendu compte que finalement on a essayé de simplifier les relations entre les données, en fait, parce que c'est à une époque on n'avait pas de compute aussi. Il faut dire qu'on a fait des ontologies, on a construit ces arborescences de connaissances et comment les intrigue. On l'a fait parce que on essaie de trouver une solution, d'être assisté par une machine pour réfléchir, tout en n'ayant pas la capacité qu'on a aujourd'hui maintenant de faire de la réflexion, je dirais, plus à l'échelle de ce que j'ai moi fait pendant ma thèse de science et qui pour moi est un peu de façon intrinsèque ce qui est arrivé avec après les Transformers. C'est d'une certaine façon les liens entre les tokens, les liens entre les mots, et bah tu les fais sur la réalité de ce que c'est que un texte. Et donc le texte, ça va être des textes médicaux avec marqué il a de la toux, il a de la fièvre, il a machin, et donc la prédiction c'est le Covid. Et c'est pas fait en utilisant une ontologie qui dit ok la fièvre fait partie de la branche B, la toux elle fait partie de la branche 14 parce qu'elle est très éloignée d'un point de vue anatomique. C'est de s'être rendu compte de cette finalement cette évolution aussi hein, qui va beaucoup avec la technique. Moi j'ai eu l'occasion d'utiliser des modèles bon, qui s'appellent non-negative matrix factorization, peu importe, mais c'était déjà des façons de faire d'utiliser des algorithmes d'IA pour essayer d'approximer une combinatoire plutôt que d'arrêter de faire que des additions. On a longtemps fait hein, les régressions linéaires et tout ça. C'est pour moi c'est juste de faire de l'IA feature par feature. Des fois tu essaies de faire des paires de features mais tu peux pas aller beaucoup plus loin. Maintenant ces nouveaux modèles qui permettent de faire de la combinatoire de façon incroyable grâce au GPU. Et, euh, et après demain, je sais pas ce qu'on aura quand on aura le quantique, hein. Mais c'est vrai que ça laisse présager aussi, vu ces capacités qu'on a maintenant de pouvoir faire vraiment du calcul impressionnant à échelle combinatoire. Ça va nous permettre, je pense, de faire de plein de nouvelles découvertes et si on arrive à bien les utiliser et bien les entraîner, on peut faire des trucs fantastiques, quoi. J'ai une question, je voulais partir sur autre chose, enfin, ou revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Doc Simulator. Tu as Mhm. utilisé le terme d'études ensuite que vous avez faites pour savoir si effectivement vous rendre compte qu'en fait la performance des étudiants était meilleure avec ceux qui avaient utilisé l'outil qu'avec ceux qui n'avaient pas utilisé l'outil.
Euh, Aujourd'hui, la majorité des drivers et de la motivation mondiale de l'adoption de l'IA est quand même euh, sur une thématique d'amélioration de la performance euh, d'une Mhm. certaine manière. Et là, tu viens d'en parler pour les médecins. Est-ce qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir que devient le métier du praticien et en fait, quelle est sa propre vision par rapport à son métier qui change? Pourquoi? Parce que je m'explique, c'est-à-dire si d'un côté, avec un curseur, on gagne en performance, et tu vas voir là où je veux en venir, parce que enfin, je pense que tu le sais, mais il y a des études qui disent si le boulot de médecin dans un futur proche ne consiste finalement qu'à mettre un tampon sur un jugement d'une IA ultra performante en disant je suis la personne responsable, c'est-à-dire quelque part relecteur de rapports d'IA, où est-ce qu'on va? Tes étudiants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et quel est ton avis là-dessus? Alors c'est une très bonne question et c'est je pense l'essence même du travail qu'on essaie de faire en fait en tout cas avec la plateforme Doc Simulator, c'est que moi à mon sens demain les enseignants que je suis euh, leur objectif c'est de déterminer quelles sont les compétences qu'on veut apprendre demain aux étudiants. C'est ça notre but en fait. C'est ok comment demain à l'ère de l'IA on va vouloir décider des compétences que les soignants vont avoir besoin. Pour faire ça, il faut qu'on puisse être en capacité de le faire. Et effectivement, l'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir permettre justement aux enseignants d'être maîtres de ce qu'on veut demain évaluer et entraîner. Une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je pense de façon assez naïve, mais j'espère en tout cas qu'on arrivera à ce que toujours demain, si jamais je devais annoncer une maladie grave, et ben que ce soit toujours un humain qui nous l'annonce, parce que en face, tu sais que la personne qui te le dit, elle sait ce que ça veut dire de dire ça, et ce moment d'humanité-là, qui a toujours été là depuis le début de la médecine, et qui j'espère le sera toujours demain, c'est ce qui caractérise le plus notre métier, qui est au moment de vie où finalement il y a des décisions qui sont humaines et qui nécessitent de l'humanité en fait tout simplement sur ces aspects très importants. Et c'est comme quand tu joues aux échecs, tu joues contre un humain ou tu joues contre une IA, bah tu sais que quand tu joues contre un humain, c'est pas la même chose. Ou quand tu vois un tableau, si c'est une copie ou si c'est le vrai, en tant qu'humain, tu comprends euh, ce que c'est que d'être humain, et donc ça rend les choses euh, au plus proche finalement euh, de ce qu'on nous souhaite demain. Moi, je souhaite que demain l'humain ait de plus de temps Tu à penses, faire de l'humain. tu penses vraiment qu'en fait, sur le côté augmentation des performances, en fait, ton postulat et ton hypothèse, c'est de dire que on va regagner du temps ailleurs et que potentiellement les médecins pourront se mettre à travailler, enfin, à faire la partie qui souvent ils doivent passer à côté parce qu'ils ont rarement le temps, la partie empathique, humaine, remettre de l'humain, etc. Moi, je pense très clairement que c'est ça que j'aime dans mon métier. Je veux dire, demander à mes collègues s'ils aiment passer un tiers de leur temps à faire des tâches administratives, un tiers de temps à gérer ces éléments-là. Pourquoi on fait ce métier? Pourquoi on veut devenir soignant? C'est parce qu'on veut rendre service, on veut être utile, on veut être là à des moments où on peut faire que notre action va avoir une importance pour quelqu'un. Et ça, aujourd'hui, bah, ça dépend de sur quoi on est évalué. Donc, on est évalué sur, il faut faire tant d'actes, il faut faire tant de choses. Bah, on va faire ce qu'on nous demande de faire. Et finalement, si on change la façon dont on évalue, et donc après qu'on entraîne nos soignants et sur ce qu'on veut, en fait, on va forcément orienter notre métier vers ce qu'on a, enfin, ce qui sera attendu de nous. Et c'est sûr que moi, je sais qu'il y en a d'autres hein, qui disent ça, mais moi, je le vis vraiment dans ma pratique. C'est que clairement, je suis très content de faire de l'IA et de faire avancer plein de schmilblick. Mais tout ça, ça a du sens que parce que je suis là pour des moments difficiles de la vie de personnes
et j'ai l'impression d'avoir été utile et d'avoir été présent. Et ça, c'est ce qui fait que mon action a du sens. Euh, et, euh, et je crois en tout cas que les soignants et mes collègues qui sont à l'hôpital, ils partagent en tout cas cette vision où si on peut avoir de l'assistance de l'IA pour faire des choses administratives, des choses techniques, et pour se recentrer sur des éléments que je crois on apprécie tous, le côté humain de notre métier, et d'être passeur de connaissances et d'être surtout à l'écoute et d'avoir ce sentiment d'être utile. Je pense que, à mon avis, ce métier-là, il va jamais disparaître. Moi, je suis pas quelqu'un de très négatif, mais c'est peut-être un des endroits où je suis le plus négatif, ma peur vis-à-vis de la médecine. J'essaie de m'expliquer. Par exemple, on a l'entreprise Klarna, qui est une entreprise privée, je crois, qui fait du microcrédit. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport, mais à un moment, ils ont commencé à automatiser le service de SAV. Et pour moi, le service de SAV, il est important puisqu'il permet de créer de la relation humaine. Et la plupart du temps, quand une entreprise n'a plus de service client où on passe par de l'humain, mais c'est uniquement des messages, le client final a tendance à se plaindre. Il dit on ne peut plus accéder au service, on ne comprend pas l'information. Moi, ma crainte à travers tout ça, et là je reviens sur le niveau de la médecine, c'est que en général, et tu le sais puisque tu fais partie du public, c'est les États, les gouvernements et à plus forte mesure, j'extrapole un petit peu, assurance sociale et mutuelle qui vont financer les hôpitaux d'une certaine façon puisqu'elles permettent aux clients et ou patients de se rendre dans ces lieux-là. Moi, mon énorme crainte, c'est qu'à un moment, l'intelligence artificielle qui est souvent à tort reliée uniquement à l'hyperproductivité, on en arrive à un niveau d'hyperproductivité, va créer encore un schisme qui va être trop compliqué et qui, à un moment, les gens qui ont peu de moyens vont devoir utiliser des, des interactions robotisées. Je vais encore un peu, je rentre pas vraiment dans le Mhm. détail, mais plus robotisées. Et c'est encore ceux qui vont avoir le plus de revenus, les meilleures mutuelles, ceux qui dépensent le plus d'argent, qui vont avoir le droit d'accéder à de la médecine humaine. Et je dis ça puisque aujourd'hui, et tu le sais via le public, bah, il y a plein de gens qui viennent aux urgences puisqu'ils ont des fois plus les moyens de passer par d'autres types de médecine ou des fois des médecines plus douces. Et je voulais savoir si tu avais un avis là-dessus ou si tu avais déjà fait le rapprochement. Je pense que là, la question qu'on pose, elle est très éloignée de l'IA, hein. Je pense que la question qu'on pose, c'est l'accès aux soins, qui est un élément qui est essentiel et Ouais, oui. qui est extrêmement euh, important. Je veux dire, on est tous confrontés à cette difficulté à échelle mondiale, hein. C'est pas un problème que français. Et moi, je pense surtout que l'idée, c'est de pouvoir permettre d'avoir un meilleur temps de qualité. Et que on doit former plus de soignants parce que de fait, un soignant avant, il travaillait 200 heures par semaine et on trouvait ça normal. Et je crois que dans la société d'aujourd'hui, on peut plus attendre ça. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt euh, une difficulté, je dirais, de comment on va, en tant que société, réussir à donner un accès aux soins. Je pense que l'IA, dans ce qu'elle peut faire de mieux, c'est nous rendre meilleurs parce qu'on peut avoir plus de temps disponible, nous rendre meilleurs parce qu'on est capable d'être meilleurs humains avec le patient. Et ça, moi, c'est ça où ce que enfin, j'ai envie de porter. Et puis ça va nous permettre de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant. Là, par exemple, nous on travaille pour que euh, si tu vas aux urgences, souvent tu ressors, mais t'as pas de documents qui te disent ce que tu dois faire bien écrit parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Mais l'IA va pouvoir nous assister peut-être à pouvoir permettre une meilleure compréhension des patients parce qu'on va générer un document qui va être adapté, personnalisé et qui va être facilité et toujours relu par le médecin évidemment, mais pour que finalement ça améliore le service médical rendu. Donc moi comme toujours, comme tout ce qu'on a eu comme révolution technologique, ça va pas juste être on va remplacer quelque chose par quelque chose ou on va arrêter quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que comme l'informatique est arrivée, on aurait pu croire que il y avait plein de métiers enfin que tout allait être chamboulé. Non, ce qui s'est passé, c'est que finalement on a fait plus de choses.
avec voilà, faut se rendre compte qu'il y a des pays encore où quand tu fais une prescription, c'est pas informatisé, il y a toujours c'est tout sur papier, il y a plein de choses. En France, on a fait cette transition et ça, en fait, ça nous a permis d'avoir un meilleur qualité de service et de suivi. Et ça, parfois, ça fait du bien aussi de voir ce qui se passe à l'étranger pour se rendre compte aussi que le French bashing, on le fait aussi pour nous-mêmes. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas en avance, c'est sûr. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut pas, on peut être fier de ce qu'on fait. Et à mon sentiment, c'est que surtout la plus belle chose dans le service public, c'est les personnes qui y travaillent. C'est c'est cette énergie, c'est cette idée de valeur qu'on peut être utile aux autres, et c'est ce qui nous donne envie de travailler dans le service public et de travailler avec d'autres personnes qui ont envie de faire ça. Et ça, c'est notre plus beau cadeau, c'est notre plus belle richesse. Et j'espère que l'IA, justement, va réussir à s'intégrer dans ça pour nous permettre de faire ça mieux. Et on peut toujours, effectivement, euh, se poser la question de comment, est-ce que quand on a la technologie du nucléaire, est-ce qu'on va faire de l'énergie décarbonée ou on va faire une bombe atomique? Moi, je pense que on peut faire que nous, demain, en tant que organisation institutionnelle, on arrive à faire du meilleur soin. Et du coup, j'ai une question. Euh, qu'est-ce que tu penses du postulat suivant, et comme sur la trame dont parlait Thomas, c'est de dire bah, finalement, est-ce qu'il pourrait pas se passer une espèce de schisme dans la société avec peut-être des gens qui vont être plus en difficulté au niveau de l'accès aux soins et qui vont de manière plus facile, plus prompte, sans jeu de mots, ouvrir un chat GPT ou autre pour dire bah voilà, j'ai tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme, c'est quoi ma maladie? Ça, c'est la première question. Et pourquoi en fait les chatbots IA ils sont pas régulés par rapport à ce type de questions? On peut continuer à uploader ses résultats sanguins et avoir des résumés qui se font. Moi, je veux dire que ce que fait les agents conversationnels existants, enfin, je m'en sers personnellement et dans les usages, on sait que ça va être utile. Mais nous, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est qu'on a construit un agent conversationnel souverain qui tourne à l'hôpital et qui permet aux soignants de pouvoir utiliser les informations de l'hôpital et de pouvoir Là, je faire de parlais plus pour l'inférence. les, Voilà. les particuliers, tu vois. Je comprends. Je fais le parallèle sur le fait que ça passe euh, par accompagner la société et donc les patients sur le fait de comment savoir comment l'utiliser. Après, moi cette révolution-là, je l'ai déjà vécue. Mes patients, ils ont eu accès à Google, ils ont essayé d'abord et puis finalement ils se sont dit non non, je vais voir le médecin, je veux qu'il me donne la bonne info parce que il y a tellement de trucs que je sais pas ce qui est le plus adapté. Je sais pas De si la on même peut façon, vraiment comparer Google et l'IA. mon retour personnel, c'est que c'est les mêmes patients qui ont envie de savoir. Et eux, maintenant, ils n'utilisent pas Google, ils utilisent ChatGPT. Ils ont accès à de l'information. On va en discuter ensemble, mais comme vous savez tous les deux ce qu'il y a derrière ces IA, et que les gens qui les utilisent, ils ont toujours une suspicion de se dire, ok, ouais, mais en fait, l'IA, tu sais que c'est comment tu lui poses la question que tu vas avoir la réponse, et que si tu lui poses la question différemment, tu n'auras pas la même réponse. Ça, les gens ne savent pas. Et donc, Ça, d'une manière alors, générale, les gens ne savent pas. D'une manière générale, excuse-moi Kevin, les gens ouvrent leur ouais, chatbot conversationnel, ils voient quelque chose qui leur dit, ils posent une question, déjà ils voient quelque chose qui leur dit bonjour, bonjour Kevin, est-ce que tu as une question pour moi? Donc c'est hautement anthropomorphisé. Donc c'est plus bien sûr, anthropomorphisé que Google, c'est-à-dire qu'en fait, je suis désolé, mais bien il y en a sûr. un qui s'appelle Claude. Google s'appelait quand même Google. Il n'y a personne qui s'appelle Google dans la vraie vie. Par contre, il y a des gens qui s'appellent Claude. Et donc, il y a une anthropomorphisation de l'outil. Donc, les gens qui n'ont pas la même connaissance de ces outils-là vont avoir de facto plus une propension à faire confiance à ces outils-là qu'à Google. Ça, je perçois le côté plus accessible et plus adapté, mais pour moi, en consultation,
les gens qui viennent me voir, ils veulent savoir ce que le médecin va dire parce que c'est la personne qui va explorer au mieux et de comprendre quel est le besoin, la santé, et de pouvoir répondre à ça, même s'ils ont discuté avec Google ou ChatGPT. Moi, je continue à avoir des patients, vraiment, moi, je vois comme ça, c'est que les patients avant, ils disaient j'ai regardé sur Internet, maintenant ils ont regardé sur ChatGPT. Mais de façon pratico-pratique, tu vas toujours voir le médecin, comme je vais toujours aller voir un expert juriste, alors que je peux, avec ChatGPT, accéder à la formation de juriste. Mais j'ai quand même besoin que ce soit un juriste qui le valide. Mais je pense que tout le monde vit ça. C'est-à-dire que à la fin, qui a la responsabilité? Et la responsabilité, c'est pas l'IA. Et donc, de fait, notre société, elle est faite d'humains. Et donc, tu peux voir l'IA comme une aide à fluidifier, à faire marcher, etc. Mais à la fin, la décision finale, c'est une décision d'humain à humain. Et donc, clairement, même si l'IA a dit quelque chose, si mon DPO a dit autre chose, bah, c'est mon DPO qui a raison. Et ça, c'est vrai. Ça, je veux dire, c'est juste une réalité que de toute façon, on marche dans une société humaine. L'IA va rien changer à ça, hein. Ah, j'ai franchement des doutes. Franchement, des fois, quand j'ai des conversations avec des gens, et des fois, je me dis, je suis super biaisé, et des fois, j'ai des conversations avec des gens, et ils prennent pour argent, alors oui, pas tous, mais ils prennent pour argent comptant les résultats. Et ça, c'est plutôt inquiétant, tu vois. En fait, je pense que, en tout cas pour ceux que je connais moi, c'est que tu vois la chose, tu te dis c'est cool, mais après au bout d'un moment, tu te dis ah attends, je mets en doute parce que quand même je suis pas sûr. C'est sûr que quand tu le vois, quand il te le dit, t'es impressionné par la réponse. Même moi, quand je le challenge sur des questions scientifiques, je dis ouais ça a l'air plausible, mais en vrai, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser le temps couler et je vais me dire ok ah non, je pense que la réflexion va se positionner. Je vais en discuter avec d'autres personnes. Je vais réfléchir à ça. Je pense que c'est un bon vecteur par contre, pour apporter un élément de discussion d'apporter un thème et de le faire pousser, d'aller au thème plus loin. Moi, j'aime beaucoup euh, les patients qui viennent me voir et qui ont essayé de comprendre davantage, parce que c'est ça qui se passe. Et après, finalement, j'ajuste par rapport à leurs connaissances. Et j'essaie d'être toujours là, garant, responsable de l'information que je dois transmettre et qui doit être transmise et qui doit permettre une action médicale par la suite. Donc, je pense que comme pour d'autres révolutions technologiques, le recul sur l'usage et comment on va le prendre en compte, ça va être super intéressant. Et vous regardez, enfin vous avez peut-être déjà vu le papier d'OpenAI qui dit quels sont les usages de l'IA. C'est de faire de l'écriture, de traduire pour un tiers. Pour un tiers, c'est pour chercher de l'information. Pour un tiers, c'est pour apprendre des trucs. Et donc, on est d'accord que c'est globalement pas pour prendre des décisions. Ouais, enfin après de C'est l'autre ok, on côté, va chercher. on peut aussi parler du mode adulte d'OpenAI et de personnes qui soit se marient avec leur IA, soit éventuellement n'ont pas à consulter de psy parce qu'ils se sont fait un petit compagnon qui s'appelle Claude ou autre et qui en fait Hmm. est une IA. Donc il y a aussi il y a aussi beaucoup de risques, mais je pense qu'il n'y a pas assez de formation et d'acculturation et de sensibilisation à tous ces outils parce que tout simplement on n'a pas eu le temps, la société n'a pas le temps de s'y adapter quelque part. Ça arrive, ça déboule avec une vitesse incroyable, quoi. C'est sûr que il y a pas enfin il va falloir, et donc de toute façon nous on fait ce travail-là de pouvoir proposer des formations, d'être à l'écoute. Et de l'autre côté, la meilleure façon de se former, c'est d'expérimenter soi-même et de connaître les limites des éléments et d'échanger comme ça. Enfin moi, Ouais, mais mais tu vois, il y a plein de euh, gens, Kevin, il y a des gens en fait pour lesquels déjà il y avait une fracture numérique. Il y avait de mhm, l'illettrisme numérique, etc. Et donc en fait, par-dessus cette population-là qui existe malgré tout, hein, qui continue à bien exister sûr, en France, même dans les pays développés, etc. Tu viens rajouter en fait au-dessus de l'illettrisme numérique un illettrisme d'intelligence artificielle pour lesquels des fois même certains experts ont du mal à s'extirper du fait qu'ils discutent pas avec une
genre de conscience, mais avec un algorithme froid et une grosse matrice. Donc finalement, ne pourront prendre ce recul et expérimenter, etc., que les personnes qui potentiellement ont la capacité de prise de recul, d'esprit critique, de remise en question, qui ont aussi l'éducation nécessaire. Tu fais partie de ceux qui ont quand même un double doctorat, donc plutôt les 1000 pourcentiles, vraiment le tout dernier truc. Donc, mais il y a plein de gens, ils vont avoir, ils vont avoir beaucoup de mal par rapport à ça. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans mon métier de médecin, c'est que en consultation, moi, j'ai toutes les classes sociales qui viennent me voir. Enfin, je veux dire, je suis très terre à terre comme garçon, moi. J'ai beau avoir deux doctorats, je pense que c'est parmi les métiers où c'est fantastique parce qu'on voit toute la population qui vient. Donc moi, je vous parle de ressentis de plein de différentes personnes, de tous les âges, de toutes les adaptations. Enfin, je veux dire, c'est ça que j'aime dans mon métier aussi, hein, c'est que j'ai beau faire de l'IA et de faire des trucs très complexes. En vrai, moi, je vois des problèmes terre à terre d'humains tous les jours. En fait, Et la question, c'est de savoir est-ce que tu aurais pu sans cette partie humaine de ton activité. C'est peut-être pas. Tu as vraiment besoin de ça, du contact humain, d'aider les gens, d'avoir une espèce de, 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 de porter de la valeur sociale, humaine, empathique, et de ne pas rester avec juste purement de la recherche d'un côté médical ou purement de la recherche d'un côté maths, abstraction, computer science, AI, quoi. ce que je veux dire par là, c'est que euh, je pense que vous devez aussi avoir un prisme particulier et un biais particulier sur vos jobs tous les deux. Et que les gens avec qui vous côtoyez, forcément, vous avez des personnes qui sont aussi biaisées. Mais de voir l'ensemble d'un écosystème et de vouloir l'accompagner à adopter des usages qui leur sont utiles et qui vont être à la fin ce qu'on va garder. Hein. Je veux dire, ok, faire des starter packs d'images sur ChatGPT, c'était une niche de personnes. Mais par contre, le problème, c'est ce qu'on a vu de plus loin. Mais ce qu'on voit pas, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce papier d'OpenAI, c'est que la vérité, ce qui va m'intéresser moi, c'est les 99% d'usages qu'on voit pas. C'est ça le truc. Et ça, moi, c'est ce qui me drive. C'est ok, comment on va être vraiment utile dans la société, comment on met en place des vraies études randomisées pour le faire. Là, vous me parlez de cas particuliers, mais vous m'avez jamais parlé de science. Vous m'avez jamais parlé de ok, ça se passe comment, ok, dans tout un écosystème, qu'est-ce qui a changé, comment on avance comme ça. Mais ça, c'est parce que moi, en tant que médecin, par contre, on m'a toujours dit, bah, tu vois, le cas super compliqué que tu as vu, bah, peut-être que tu le verras qu'une fois dans une vie et que c'est pas une généralité. Et que si tu veux savoir si ton action elle est utile, tu dois utiliser la science, l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur les preuves, et on doit avoir des preuves pour démontrer que ça marche mieux le soin. Donc, moi, je vous entends, mais en même temps, je n'ai jamais entendu de votre part des éléments scientifiques, tangibles, qui vont me convaincre alors que moi, j'ai que ça à vous donner. Et donc, je pense que si on discute comme ça, on peut discuter discussion de comptoir si vous voulez. Mais la vérité derrière, c'est comment on va être utile et faire changer l'écosystème. Et donc, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas ce qu'on lit dans la science. Donc, une fois qu'on sait ça, comment on fait? Tu es techno-optimiste, c'est ça? Ah, moi, je dis pas que je suis pas techno-optimiste. Ce que je vois, c'est que il y a des usages qui sont meilleurs pour le soin et des usages qu'il faut pas faire parce que ça marche pas pour le soin. Et c'est du pragmatisme. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'utiliser l'IA, je vous ai dit, pour annoncer une mauvaise nouvelle. Par contre, j'ai envie d'utiliser l'IA pour faire des tâches que je pense que c'est bien que l'IA le fasse. Et derrière tout ça, qu'est-ce que je dis? C'est que finalement, c'est à nous, en tant que humains, en tant que société, de définir ça. Et ça, bah, quelque part, on peut compter sur nos écosystèmes pour le faire, parce qu'on a toujours fait ça avec toute nouvelle technologie qui a apparu. Et c'est surtout que moi, je sais pas que je suis optimiste, mais plutôt, je veux pas aller sur l'alarmisme. Je veux pas aller sur vous avez vu ça, c'est un mauvais une personne particulière a fait ça, on l'a fait buzzer, on l'a rendu viral.
et on n'a pas montré ce que les 99,9999% des personnes qui utilisent l'IA On parlait font de très bien. Oui, mais sans parler d'alarmisme, on peut quand même parler aussi de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diffusion de l'IA ne permet pas à la société une quelconque prévention, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es aussi dans la tech depuis un bon moment, on peut faire le rapprochement avec l'explosion des plateformes type TikTok, Facebook, etc. Je pense qu'au CHU, tu dois avoir des unités entières qui doivent traiter des adolescents qui sont passablement abîmés au niveau détresse, santé mentale, etc., par ces dites plateformes. Donc moi, ma question est de savoir, non pas d'être alarmiste, mais aujourd'hui, on a un tsunami technologique qui déferle 10 fois plus vite que ces plateformes, avec 10, 100 ou 1000 fois plus d'argent. La question, c'est en fait, on remet le couvert, on refait la même chose, ou on prend un petit peu de recul. La question, c'est que quand les médecins gagnent en performance, en fait, est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il advient de leur propre, d'un point de vue anthropologique? Quelle garantie qu'on a que ces outils-là ne soient pas foncièrement impactants d'un point de vue anthropologique même? Je ne parle même pas de la santé mentale. C'est-à-dire si au niveau, par exemple, de la performance des médecins, ils sont améliorés, mais que de leur santé mentale, de l'autre côté, on détériore fortement leur santé mentale parce qu'ils se transforment finalement en de l'assistant d'assistant. Là où l'assistant était un copilote, le médecin deviendra un co-docteur. Donc en fait, c'est quand même tout ce genre de questions-là, sans être alarmiste. Le J'ai- côté prévention, je le sens pas beaucoup en fait. alors, vous n'êtes pas dans la santé, donc c'est normal que du coup, J'allais poser la même question pour vous en tant que développeur, en fait. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier de développeur, il va disparaître ou que vous n'êtes pas prêt à utiliser l'IA? Moi, je le poserai de la même façon et je serais intéressé d'avoir votre réponse. Ah bah alors oui, Parce qu'elle va oui, je conditionner un peu pense ma réponse que moi je vais vous dire, il va probablement. disparaître tel qu'on le connaît lui-même. C'est sûr, Voilà, c'est il va sûr. disparaître. Mm. Est-ce qu'il va être remplacé par autre chose? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura une migration et qui va faire que petit à petit, on va en avoir besoin de 10, 20, 30, 50, 70% moins. Peut-être que tous les gens qui vont être plutôt métiers vont eux-mêmes monter en compétence sur la technique. On peut se retrouver avec des product managers qui deviennent des développeurs, ou peut-être tout simplement qu'en fait tout le monde deviendra développeur parce que tout le monde vibe codera. Je sais pas, mais je sais qu'il est voué. Il est voué à effectivement se transformer drastiquement au point de très probablement ne plus exister dans quelques années en fait. Thomas. Bah moi en fait j'ai la même vision que ce que j'avais annoncé avec Klarna ou par rapport à la question que je t'avais posée Kevin, c'est que à court terme là il y a des gros mouvements et quand je dis court terme ça a commencé déjà depuis un an voire un an et demi sur le métier. Et encore une fois je parle du métier, moi je suis data scientist, Pierre est plus développeur, mais dans 5 ou 10 ans les choses auront drastiquement changé. Là il y a des impacts à la fois de productivité économique, de croissance, d'investissement qui en fait tout se rejoint et ça fait une énorme j'allais utiliser le terme maladie. Bon, c'est peut-être pas le bon endroit ou la bonne discussion, mais ça crée une grosse maladie qui est pas très claire. En fait, on ne sait pas encore comment gérer cette situation qui peut, selon les gens, selon comment on va éduquer, selon comment on va évoluer à travers le temps, sera soit bénéfique, soit dramatique. En fait, il n'y a pas de juste milieu dans cette situation pour moi. Par contre, nous, on a tous des biais suite à nos métiers. En fait, tous les trois ici, on a nos biais, effectivement. Moi, je suis plutôt positif et j'y crois profondément. Ensuite, ce que le monde va décider d'en faire, puisqu'on est plus de 7 milliards, bah ça appartient pas à moi. Et moi, la seule chose que je me dis, c'est que j'ai de la chance d'évoluer dans ce domaine-là. Et donc de vivre l'évolution et de ne pas la subir actuellement. Ça, c'est mon avis sincère sur la situation. Après, on verra nos Après, générations du coup, suivantes, en fait. peut-être pour vous répondre et répondre à ta question de est-ce que je suis techno-optimiste? En fait, je suis pas techno-optimiste, je suis humain-optimiste. Moi, je pense que nous, en tant qu'humanité, on va faire quelque chose de bien. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est peut-être mon biais. Mais c'est sûr que moi, mon sentiment, il est que ensemble, en tant qu'humanité, quand tu regardes juste les 100 dernières années, on a fait des trucs incroyables. On a fait des trucs incroyables. Et ça, finalement, on l'a fait aussi parce que, au fond, comme on est tous reliés entre nous, on doit comprendre comment les interactions humaines sont, comment l'humanité fonctionne et comment
de nouveaux challenges doivent être relevés lorsque il y a des nouvelles situations qui vont nous permettre de faire avancer les choses, parce que l'autre chose que je crois, c'est que le statu quo, c'est la mort. Rester dans un statu quo, ça veut dire déjà que ce que tu fais, c'est fini. Est-ce que mon métier de soignant, dans mes 15 années depuis que je suis médecin généticien, mon métier a changé? Oui. Et IA ou pas IA, mon métier a changé. Donc l'IA va faire que mon métier va changer. Et le métier de médecin, c'est pas le même aujourd'hui que c'est pas le même à 20 ans, à 50 ans, à 100 ans. Malgré tout, il reste des fondamentaux de ce métier qui est toujours là depuis Hippocrate jusqu'à aujourd'hui. Donc clairement, euh, ce que je dis, c'est que quand on prend, moi je prends ce recul-là, en tout cas à échelle de ma petite vie et de ma petite expérience, mais c'est toujours intéressant de voir la plus grande ensuite, de savoir comment nous on a relevé les défis et comment on s'est adapté ensuite à l'arrivée de ces différentes choses. Et effectivement, mon prisme probablement humain optimiste me positionne sur une volonté pour moi de préserver la richesse que porte la santé et si possible que l'IA permette de la rendre meilleure. On va aller vers la fin de l'épisode. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. On aurait pu continuer encore longtemps. Là, c'était vraiment très intéressant. Si tu veux revenir pour un second épisode, Kevin, t'es vraiment le bienvenu. La question, elle provient de Stéphania Lassonnière du dernier épisode qui disait: quand pensez-vous qu'on va voir les premiers effets de l'IA agentique au quotidien? Et elle mentionnait bien l'effet quotidien, c'est-à-dire pas dans un domaine particulier. Alors, l'effet de l'IA agentique, pour moi en tout cas, elle est déjà. Alors, est-ce que s'il y a la question de l'hôpital ou pas que je me tourne? Il n'y a pas la question de l'hôpital, donc on est vraiment sur le quotidien. Sur le quotidien, moi, ce que je trouve fantastique avec l'IA agentique, c'est qu'elle va par elle-même essayer de résoudre sans avoir forcément avoir la nécessité d'être présent et de prendre une tâche et puis d'aller elle-même aller requêter sans avoir à lui dire. Et donc, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui utilisent ChatGPT aujourd'hui l'utilisent en fait de l'IA agentique comme ça, parce que de toute façon, ça va déjà aller taper à différents endroits. Je pense que quand moi personnellement, j'ai déjà pris en main ChatGPT Atlas, et c'est vrai que le mode agent est déjà très très performant pour prendre en main le navigateur et explorer différentes choses. Donc moi j'ai envie de répondre que c'est déjà maintenant et c'était presque déjà hier qu'on a vu des effets de l'IA agentique sur notre quotidien. Et pour répondre à l'hôpital, effectivement, nous on travaille à ce que ça puisse par contre être accessible pour qu'on puisse bénéficier de cette technologie-là pour faciliter euh, le soin, en fait, tout simplement, et d'avoir moins de tâches euh, qui puissent être plus de tâches plutôt qui puissent être faites en langage naturel pour les soignants et de pas passer par des étapes de codeurs et de requêtes SQL et de liens entre flux. Si on arrive à tout organiser avec les MCP qu'il faut, je pense qu'on pourra avoir des trucs fantastiques. Et du coup, est-ce que tu as une question pour le ou la prochaine, le ou la prochaine invité? Bah moi ma question, je l'invite un peu à suivre un peu la discussion qu'on a eue ensemble parce on est un panel un peu particulier, hein, c'est sûr dans l'écosystème et dans la société en général. Et j'aurais envie de poser la question de comment l'IA permet de redéfinir le métier de la personne demain. Donc, tout le domaine du métier de la personne. Ouais, exactement. Ok. C'est ce qu'on a discuté un petit peu. C'est Ouais, tout à fait. toutes les strates. L'intérêt, il est au-delà je crois, hein, encore une fois que l'IA, ça nous fait poser la question de c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut pour notre humanité demain. Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Thomas, sur C'était un cet plaisir. épisode fort passionnant. Merci à vous. Et merci pour ton service à la société en tant que médecin dans le public, avec tout ce que ça requiert, des fois de courage, de difficulté, mais en tout cas de mission. Et on aime bien les missions. Donc bravo et merci. Merci encore. Merci à vous. Salut.